Un jour, une vie, une nouvelle émission de Jean-Marie Roussière avec comme invité aujourd'hui Michael Ross. Michael Ross qui est magicien et qui est spécialiste de la grande illusion. Michael Ross, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Michael Ross, c'est votre vrai nom ? Non, c'est un pseudonyme relativement proche de mon vrai nom, puisque mon vrai nom, c'est pas un secret, mais pas grand monde m'appelle par mon vrai nom. C'est Michel Roch. Michael Ross, Michel Roch. Oui, on y est à peu près. Mais ça date un petit peu d'une époque un peu lointaine pour moi maintenant, puisque à l'âge de 16 ans, j'étais très inspiré par tout ce qui était américain, par les États-Unis, ils faisaient de belles choses. D'où cette influence sur mon nom de scène. Alors Michael Ross, on va parler de votre enfance. Quelle était votre enfance ? Elle a été joyeuse ? Elle a été difficile ? J'ai eu une enfance très heureuse, avec une maman qui m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Je suis arrivé dans une famille d'accueil à l'âge de 6 mois, donc c'est pas un parcours simple à la base. Et pourquoi famille d'accueil ? Parce que ma maman biologique avait un métier qui ne lui permettait pas de s'occuper de moi à plein temps, donc elle a préféré me laisser dans une famille d'accueil pour avoir une vie plus stable, plus normale, et je l'en remercie. Ça a été donc pas trop difficile cette enfance. Et vous faites quel âge, Michael ? Mon âge d'aujourd'hui ? Oui, on va pas le répéter. Je vais avoir 56 ans cette année. Oui, et vous êtes de quel signe, par curiosité ? Très très fier de mon signe. C'est-à-dire ? Je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Et c'est un signe comment ? C'est un signe qui sait ce qu'il veut, qui va au bout des choses tout le temps et qui ne lâche jamais rien. Vous êtes un personnage, comment dire, solide, fort. Vous vous êtes forgé vous-même ? Alors complètement, je suis autodidacte à 100%, donc j'ai tout appris dans les livres. Fort, j'ai comme tout être humain, j'ai des faiblesses, mais j'ai un caractère qui est plutôt solide, oui. Et ça donnait quoi à l'école dans votre enfance ? Ça c'est pas une bonne question à poser. Le problème c'est que j'étais très tôt intéressé par mon art, et donc l'école passait au 2e voire au 3e plan, puisque entre mon art et l'école il y avait aussi le sport, donc l'école passait en 3e position. On vous considérait comme un surdoué, comme quelqu'un d'à part ? Surdoué non, quelqu'un qui avait des dispositions au départ et qui a beaucoup travaillé pour arriver là où il est aujourd'hui. Oui, alors dès l'enfance, c'était déjà un rêve. Mais d'où sort ce rêve ? Ce rêve, je l'ai construit à la force de mon travail, mais ce rêve m'est venu à l'âge de 7 ans. Un magicien avec son habit de paillettes à l'époque était venu dans l'école du Jolimet, puisque je suis issu de Saint-Herblain, donc tout près d'ici, et ça a vraiment ça a vraiment changé ma vie. Vraiment. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai dit à qui voulait l'entendre que c'était le métier que je voulais faire. Et puis après, c'était ça a toujours été dans ma tête, et puis rien ne m'a fait changer d'avis. Et même encore aujourd'hui, je regrette pas ce choix. Et la jeunesse a été idem, quoi. Donc ça a continué, ça s'est amplifié, on a creusé un petit peu ce futur métier. Ah, complètement. J'ai posé les fondations de ce que je suis aujourd'hui très tôt dans ma vie. À 14 ans, pour faire court, j'ai commencé la magie à l'âge de 7 ans. À 14 ans, on me donnait mon premier cachet. À 16 ans, j'étais semi-professionnel, donc je gagnais déjà pas trop mal ma vie par ce biais-là, tout en étant toujours étudiant. À 22 ans, j'étais professionnel, et à 30 ans, j'étais international. Oh, c'est un parcours vraiment exceptionnel. Mais quand on démarre la magie, qu'on est enfant, alors on achète le bâton, on achète la cape. Des petites boîtes de magie au départ. Des petites boîtes de magie, oui. Ouais. Mais on apprend par soi-même, on demande, on questionne.
Alors, moi, j'ai toujours travaillé par moi-même. C'est-à-dire que les petites boîtes de magie qu'on m'a offert pour les différents Noëls, je les ai travaillées tout seul dans mon coin. Par contre, j'avais une maman à qui je montrais mes premiers effets qui ne me rataient pas, quoi. Qui me disait, bah là, je vois, donc tu peux recommencer à travailler parce que c'est pas au point. Et ça m'a beaucoup servi. J'avais une maman qui était très présente dans ma vie, mais qui m'a jamais raté quand j'étais pas à la hauteur. Donc, et votre entourage, comment il réagissait, l'entourage? Quand on fait mon métier, on a beaucoup d'amis, mais mon entourage proche est très, c'est très filtré en fait. Mon entourage est très filtré. Je veux pas qu'on vienne vers moi pour mon métier, je veux qu'on vienne vers moi pour mes qualités humaines avant tout. Donc il y a un gros filtre de fait entre les personnes très proches. Et puis il fallait conserver aussi le secret, peut-être. Oui, c'est une partie aussi de mon métier. On donne pas nos secrets facilement. Michael Ross, maintenant, magicien, spécialisé de la grande illusion. Mais quand il était jeune, est-ce que il a essayé de faire des créations par lui-même? Très tôt. Très tôt, j'ai toujours eu une vision de mon métier très personnelle, très tôt, en me disant ça c'est bien, mais on peut faire autrement, on peut faire autre chose, on peut arriver à un autre résultat en partant de ça. Ce qui m'a toujours obligé à fabriquer moi-même mon propre matériel. Alors c'est un peu moins parfait en termes de fabrication. Par contre, c'est terriblement plus original que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc la création, alors ça commence comment? Par un objet, par un outil, ça commence souvent par quelque chose qui ne me donne pas complètement satisfaction. C'est-à-dire que, par exemple, je vais voir une grande illusion effectuée par un confrère, je vais me dire que c'est bien, mais qu'il y a une partie dans le numéro que je viens de voir qui n'est pas, qui ne me correspond pas ou qui n'est pas parfaite techniquement, et je vais essayer de trouver des solutions qui vont rendre la chose plus technique. Bien, eh bien, écoutez, on va passer tout à l'heure à une autre époque. Voilà, je reçois aujourd'hui Michael Ross, qui est magicien et spécialiste de la grande illusion. Michael se raconte aujourd'hui sur Radio Fidélité. Alors, on va passer à la période jeune et adulte. Michael, votre jeunesse était normale? Est-ce que vous vous sentiez à part? Est-ce que vous étiez rejeté? Est-ce que vous étiez solitaire? À part, j'ai une jeunesse fabuleuse, mais on n'évite pas les questions quand on est enfant. Je portais pas le même nom que ma maman, donc ça suscitait des curiosités de la part de mes... Et j'étais plutôt quelqu'un qui avait du mal à canaliser son énergie, donc il n'était pas de bon ton de jouer avec moi quand j'étais gamin en fait. Vous vous sentiez supérieur peut-être, non? Pas du tout. Pas supérieur, différent. Ouais. Différent, et je voyais pas bien ce que je faisais là. Donc très vite j'avais besoin d'ailleurs en fait. Et jeune, vous sentiez déjà que c'était une vocation, c'était j'ai toujours un destin? voulu faire ça. Ouais. Il y a jamais eu de doute dans mon esprit. À 14 ans, je voulais déjà partir sur les routes. C'est ma maman qui a trouvé les mots pour pouvoir me faire avoir un diplôme pour avoir un bagage dans la vie. Une sorte de saltimbanque? Oui, saltimbanque des temps modernes, avec quand même des valeurs et des repères. Enfin, les saltimbanques ont des valeurs, hein, pas ce que je veux dire, mais avec des repères. Contrairement à beaucoup de saltimbanques, moi j'ai besoin d'un endroit où je viens me ressourcer, en fait. C'est hyper important pour moi. Quand je suis très fatigué, il faut mon petit havre de paix où je me cache et où je soigne ma fatigue. Vous avez un côté romantique? Ah oui. Un grand cœur? Un grand cœur, c'est pas à moi de le dire, c'est je dirais aux gens qui me côtoient de le dire, mais le romantisme, oui. Je trouve que c'est une valeur, c'est une belle valeur.
L'amour, c'est ce qui fait avancer aussi. Donc évidemment que le romantisme en fait partie. Et le service militaire, c'était comment? J'ai tout fait pour pas le faire. Ah bon? C'est-à-dire? Je considérais que c'était une perte de temps. Et je considérais que c'était une perte de temps parce que j'avais autre chose à faire dans la vie. Et en plus, j'ai toujours eu un peu de mal à recevoir des ordres, en fait. C'est un peu pour ça que je fais ce métier, c'est pour être libre. Parce que la liberté, ça s'achète pas. Et quand on est militaire, on obéit. On a plein de personnes qui obéissent à une seule personne, même si elle se trompe. Et moi, ça m'a toujours dérangé, ça. Mais donc vous avez pas du tout envisagé le service militaire ou autre chose de complémentaire, disons. J'ai fait de la comptabilité parce que ma maman m'a imposé d'avoir un diplôme avant de faire ce que je voulais de ma vie. Et par contre, je la remercierai jamais assez parce que finalement, quand on se retrouve devant un premier ministre à Monte-Carlo ou à la même table que lui, il faut quand même avoir un minimum d'éducation, être capable de parler de tout. Pas seulement de magie, c'est bien d'être bon dans son domaine, mais il faut être aussi ouvert sur le monde. Alors, donc, la magie, on va avancer un petit peu. La magie pour vous, donc, eh bien, c'est donner du bonheur, donner du rêve. Alors, vous parliez de romantisme. Moi, je vais vous donner l'image que j'ai de mon art. La magie, pour moi, c'est une femme que je veux toujours plus jeune le matin quand je me lève. Oh, joli. Voilà. Mais c'est la vérité. D'abord, c'est la plus longue histoire d'amour que j'ai jamais eue, puisque j'ai cette passion depuis l'âge de 7 ans, et c'est quelque chose enfin, je dirais même qui s'intensifie avec le temps. Donc donc c'est vraiment une très très belle histoire d'amour que je vis avec mon art. Être magicien, c'est être entouré avec des collaborateurs, Oui. la famille. Comment ça se passe? J'ai toujours ressenti le besoin de travailler avec des personnes que j'aime profondément. Je peux pas travailler avec des gens pour qui j'ai pas d'affection. Moi, je suis un affectif, je marche à l'affect. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de partager la scène avec ma fille et avec mon fils. Quel âge ils ont? Alors, ma fille a 28 ans et elle est passionnée. J'ai réussi à transmettre ma passion à mes 2 enfants et c'est peut-être le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, en fait. Mais la magie, donc il y a la magie rapprochée, si on veut dire, la magie des cartes avec les mains. Hein. On appelle communément le close-up. Le close-up, c'est ça. J'adore ça aussi. Oui, mais vous en faites beaucoup du close-up Alors, quand tout à l'heure vous avez dit que j'étais spécialiste de la grande illusion, c'est vrai que ma créativité va s'exercer peut-être un peu plus facilement sur la grande illusion. Mais par contre, en magie, tout m'intéresse. C'est-à-dire que le close-up, c'est super intéressant parce qu'on a une proximité avec le public qui est vraiment fabuleuse. Donc, on est à 30 cm des yeux du spectateur et ça, c'est fabuleux. Le mentalisme m'intéresse aussi parce que c'est vraiment un moment de communion avec ma fille. Donc, quand on fait notre numéro de mentalisme, d'abord, il n'y a pas besoin de matériel, on peut le faire n'importe où, pas forcément sur scène au milieu des gens. Donc ça, c'est une vraie force aussi. Les numéros de salon, en fait tous les styles de magie m'intéressent. Et le mentalisme, il y a du trucage, oui. Vous savez garder un secret? Moi aussi. Voilà, mais c'est des grands moments. C'est vrai que le mentalisme, ça étonne toujours. On voit ça quelquefois aussi à la télévision. À propos de télévision, donc oui. Vous avez participé quand même de nombreuses fois à l'émission de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Alors comment ça se passe là-bas? Très bien. C'est d'abord c'est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection. Parce que c'est d'abord un grand artiste, c'est un producteur, puisque c'est lui qui produisait l'émission, d'ailleurs qui vient de s'arrêter il y a peu de temps, et il met les artistes dans un confort de travail qui vous permet d'être obligatoirement bon. C'est-à-dire tout est fait pour que vous n'ayez que la performance à réaliser, le reste il gère pour vous, quoi. Donc ça c'est-à-dire on vous loge, on vous nourrit, on vous soigne. On vous loge dans des hôtels 3 étoiles, on vous nourrit très très bien, on vous paye très très bien. C'est une des productions qui ne négocie jamais un tarif que vous donnez. Je trouve ça d'une élégance rare.
Le plus grand cabaret du monde, donc vous restez plusieurs jours là-bas avec toute votre équipe. Oui. 3 jours. Oui. 3 jours et il y a 4 prestations à effectuer pendant ces 3 jours. Il y a une première prestation pour une prise de marque sur la scène, c'est-à-dire qu'on prend ses repères en termes de déplacement. Pour la technique. Pour savoir comment les lumières vont être placées, pour savoir comment les caméras vont être placées en fonction de nos déplacements à nous sur la scène. En fait. Donc ça, il y a un premier repérage qui est fait le premier jour. Donc là, on n'est pas obligé d'être en costume de scène, on est en habit civil. Et le lendemain, vous avez un passage en costume de scène, une première prise sans public que devant Patrick Sébastien. Alors celle-là, je peux vous dire que c'est pas la plus simple. Parce que Patrick est un garçon adorable, mais très pro, très pointu, et il sait exactement ce qu'il veut, et c'est le passage le plus compliqué pour moi. C'est-à-dire, il vous dit, c'est bien, mais... Alors non, il vous dit pas c'est bien, vous faites le job, s'il y a rien à dire, il dit rien. C'est si c'est pas bien qui va vous dire quelque chose seulement. Vous êtes payé pour une performance, il n'a pas à nous dire que c'est bien. Oui. Et donc celle que j'aime le plus, c'est celle où vous avez le public, en fait. Celle où vous avez le public. Et puis là, je fais mon métier comme je le fais quand il n'y a pas de caméra, quoi. Ça dure combien de temps une émission comme ça? Ça doit être très très long. Avec alors, le changement de... Proportionnellement à la diffusion, finalement, c'est presque du direct, en fait. Il y a très peu de coupes. Enfin, c'est très peu coupé au montage, en fait. Parce que ça a été bien préparé. Oui, voilà, c'est ça. C'est un garçon qui est un grand professionnel et qui fait très bien son travail. Et c'est lui qui fait le montage. Il finit l'émission vers minuit et demi. Il part à sa salle de montage et c'est lui qui fait le montage de l'émission. Michael, je vous ai demandé une chanson que vous aimiez. Oui. Et donc on vous l'a préparée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Disons que c'est une chanson qui relate bien ma vie. C'est-à-dire que on a toujours l'envie d'aller plus haut dans sa vie, pas forcément par des chemins qui sont tout tracés. Moi, c'est surtout ça que je retiendrai de mon histoire. J'ai un parcours qui est complètement atypique. D'abord, j'ai pas de maître. J'ai pas dans mon métier, il y a des gens qui transmettent. Moi, j'ai pas de maître. Chaque livre est un maître. Chacun de mes livres est un maître. C'est-à-dire que je prends la quintessence de chacun des livres que j'ai pu lire. Et comme j'ai à peu près tout en langue française et en langue anglaise, ça me permet de me forger une culture assez complète, on va dire. Mais c'est vrai que mon chemin, c'est un chemin que j'ai tracé tout seul comme un grand garçon, voilà, qui est complètement atypique. Eh bien, on va écouter donc cette chanson Aller plus haut par une Australienne, je pense. C'est ça, Tina Arena, oui, qui a une voix magnifique. J'ai cru que d'autres pas des danses me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut.
rêves pour lesquels je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute, elle le posait dans d'autres mains. Allez plus haut, allez plus haut, et dessiner des souvenirs. Allez plus haut, allez plus haut, et crois encore à l'avenir. Allez plus haut, et dessiner des souvenirs. Allez plus haut, et crois encore à l'avenir. Allez plus haut, c'est rapprocher de l'avenir. Un jour, une vie, une création de Jean-Marie Roussière avec comme invité aujourd'hui Michael Ross, magicien et spécialiste de la grande illusion. Michael se raconte. Alors, Michael, je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce qu'on rate des numéros en magie? Il faut beaucoup travailler et la différence entre un être humain et une machine, c'est qu'un être humain est perfectible, c'est-à-dire que oui, on peut rater des choses, même si on ne doit pas rater de choses, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. C'est la différence entre l'homme et la machine. Alors on a le trac toujours à chaque fois. Oui. Ouais, moi et c'est pas proportionnel en plus à l'événement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une petite salle avec peu de monde et avoir un trac qui vous donne envie de vomir. Ah oui. Ouais. Mais le trac, c'est positif ou c'est négatif? Ben, ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui vous diront qu'ils n'ont pas le trac. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont. Et pour moi, c'est très positif parce que ça veut dire que je passe d'un état à un autre, en fait. Et on n'est pas les mêmes quand on est sur scène que quand on descend de scène. Alors, on rate un numéro, mais pourquoi? Par manque de préparation? Non, pas forcément, parce que normalement, on a tellement travaillé, on a tellement répété que 99 fois sur 100, ça va très très bien se passer. Et puis la 100e fois, on ne sait pas pourquoi, il y a un petit détail, alors c'est jamais un raté monumental, mais on n'est pas à l'abri. Le magicien, il joue avec le public. Alors, moi, j'aime cette communion avec le public. Je pense que un magicien se doit de créer des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert d'un art technique qui est l'art magique. Ça, c'est l'outil. Mais en fait, le public, il vient voir un show, il vient voir un moment, il vient voir un artiste communier avec lui. Et qu'est-ce que vous faites avec le public? Eh bien, écoutez, de temps en temps, je fais venir un spectateur sur scène. De temps en temps, je m'amuse à faire participer la salle sur un numéro. Donc, c'est vraiment un spectacle interactif. Et chaque spectateur, il trouve son compte. J'ai même des spectateurs qui m'ont même dit, qui sont venus me voir à la fin d'un show et qui m'ont dit j'aime pas la magie, mais j'adore ce que vous faites. Un paradoxe énorme. Joli. Oui, oui, ça m'a interrogé. Michael. Oui. Quel est le rôle, pour un magicien, le rôle des yeux, le rôle des mains, bien sûr des mains, forcément, et le rôle de la voix? Alors, le rôle des yeux, le regard, c'est le miroir de l'âme. Donc, joli aussi. Oui, mais c'est la réalité. On voit plein de choses à travers un regard.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être capable, quand vous faites ce métier, de dissocier votre regard de votre gestuelle. C'est-à-dire qu'il faut oublier vos mains, il faut que les mains travaillent sans que les yeux regardent vos mains. Et là, vous commencez à avoir ce qu'on appelle une aisance, et ça rend les choses beaucoup plus magiques en fait. Quand vous êtes capable de fixer le public dans les yeux, et que vos mains travaillent, et que vous faites un effet, et qu'on a l'impression que c'est pas vous qui le faites, ça c'est magique. Mhm. Voilà. Et l'hypnose? Ça m'amuse moins parce qu'il n'y a pas de truc. L'hypnose, c'est une science. C'est facile? Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas mon métier. Moi, pour que je prenne du plaisir, il faut que j'ai quelque chose à dissimuler au public, en fait. Il faut qu'il y ait un trucage que je dois cacher du mieux possible pour donner l'illusion que je suis un vrai magicien. Vous avez parlé de la lumière tout à l'heure. La lumière compte beaucoup. Alors, me concernant, tous les effets que je fais sur scène, je peux les faire en pleine lumière. Après, la lumière, c'est pareil, ça vient habiller le show. Mais moi, je considère que la lumière ne doit pas être un élément qui vient cacher quelque chose. Il faut être capable de faire tous les effets en pleine lumière. Oh, plus difficile, là. Hein. C'est plus difficile. Mais par contre, c'est tellement plus percutant quand vous faites quelque chose en pleine lumière. Vous parliez tout à l'heure du matériel sur mesure. Qu'est-ce que vous avez inventé comme matériel sur mesure? Alors, je suis à peu près connu sur un effet qui est fabuleux et qui a même été copié par les Chinois. Et mon ami Gérard Majax m'a dit, mais Michael, quand on est copié par les Chinois, c'est qu'on est une grande marque. J'ai inventé une malle en papier sopalin avec lequel j'ai fait TF1, Antenne 2 ou France 2, la 6 également, j'ai fait Las Vegas, j'ai fait Monte Carlo avec, j'ai fait l'Olympia avec, j'ai fait plein de choses avec. Oui, alors à ce sujet, vous avez eu des distinctions, je crois même beaucoup de distinctions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Avec modestie. Ouais, c'est toujours délicat de... alors, la première distinction qui compte pour moi, c'est la première, la plus importante, c'est quand quand j'ai obtenu la Colombe d'Or. La Colombe d'Or, ça a été ma première reconnaissance forte pour moi, donc ça a été vraiment le début de quelque chose. C'est quoi ça, la Colombe d'Or? La Colombe d'Or, c'était un concours international qui se passait du côté de Jouan-les-Pins. Et j'avais du mal à être reconnu en France. À ce moment-là, j'étais plus reconnu à la limite à l'étranger qu'en France. Et c'est ma première récompense française. Donc la Colombe d'Or, ça compte. Ça marque. Ouais. Après, il y a les trois prix mondiaux en création qui sont très importants pour moi. Parce que la création, ça fait partie de mon ADN. C'est-à-dire que moi, je peux pas prendre un numéro classique et le laisser classique. Et d'ailleurs, là, je viens de réinventer un classique de la magie que je vais commercialiser dans peu de temps. Que vous arrangez. Disons que vous que transformez. Disons, je l'ai transformé et finalement, d'un classique, on arrive à quelque chose de complètement original que les magiciens devraient aimer. Plus moderne. Beaucoup plus moderne et surtout avec une chute très actuelle, ouais. Mais on dit souvent, voilà, le magicien, il vend ses spectacles, il vend ses trucs, ses créations, voilà. Est-ce que ça s'achète Oui. Ça s'achète. Ça s'achète, mais en fait, vous pouvez acheter des concepts. Mais après, il faut y mettre votre âme. Si vous y mettez pas votre âme, si vous faites une pâle copie de ce qui a déjà été fait, on appelle ça vulgairement du plagiat. Donc en fait, on va acheter un concept et ce concept-là, il va falloir l'adapter à votre personnalité. On n'a pas tous la même personnalité. Il y a des gens qui sont drôles. Moi, j'ai la chance d'avoir un peu d'humour. Je m'en sers comme d'une véritable arme sur scène. Mais il y a des gens qui seront jamais drôles. Donc c'est statique, quoi. Il y a des gens, ça. On n'en bouge pas. On veut pas sortir des classiques. Alors le classique, ça a du bon, mais moi je préfère quelque chose de plus original, de plus marqué. Moi je pense que les artistes aujourd'hui sont les antidépresseurs de la société actuelle.
Mhm. Voilà. Donc moi, quand on vient voir un de mes shows, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on vienne me voir à la fin en me disant mais j'ai eu des émotions, j'ai ri, par moments j'ai eu même un petit peu peur. Donc voilà, toutes les émotions dans un show sont intéressantes. Mhm. Est-ce qu'on vous a demandé de faire apparaître des objets extraordinaires? Ah ben dans ma carrière, oui. Si je vous demande de faire apparaître un hélicoptère, c'est possible? On peut tout faire. On peut. On peut, bien sûr. La Tour Eiffel. On peut la faire disparaître, la Tour Eiffel, ça a déjà été fait. Ah. Ça a déjà été fait par mon ami Gilles Arthur, qui a fait disparaître la Tour Eiffel dans une émission qui était produite par France 3, je crois, à l'époque. Qu'est-ce qu'on vous a demandé comme objet Alors, exceptionnel? la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, plus l'endroit où vous vous produisez est grand, plus le matériel doit être surdimensionné. Par exemple, on m'avait demandé une fois de faire un numéro au milieu du stade de la Beaujoire. Et le problème, le problème, ça c'est une opération qui s'est pas faite parce que en fait, le matériel, quand vous mettez une table au milieu d'un stade, vous avez l'impression que c'est un tabouret. Ouais. Donc il faut surdimensionner tout le matériel. Ouais. Et donc on va sur des surcoûts. Et ça coûte cher, Et très ça cher. coûte plus cher. Très Voilà. cher. Un jour, une vie, une création de Jean-Marie Roussière avec aujourd'hui comme invité Michael Ross. Michael Ross, magicien et spécialiste de la grande illusion. Michael, c'est quoi pour vous la vie? La vie, c'est s'épanouir dans le travail que l'on fait, parce que il faut pas oublier que quand on commence une vie, on part sur 42 ans minimum dans la même activité, et c'est super important de s'épanouir. C'est la chose que je dis tous les matins à mes enfants. Quand vous allez au boulot avec le sourire, c'est quand même fabuleux. Et moi, je vais être honnête avec vous, même quand je suis malade, j'ai quand même le sourire quand je vais à la rencontre du public. C'est la vie. Et vous avez connu des drames, Michael? Oui. Oui. Oui, comme tout être humain. Ouais. Ouais. Bien. Est-ce que vous vous considérez comme une icône? Non. Je me considère comme un petit artisan faisant modestement son travail. Une du mieux étoile? qu'il peut. Une étoile, peut-être? Ouais, Allez. c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la société actuelle, justement? Vous parliez de donner du bonheur, de faire rêver. Comment vous la voyez, cette société actuelle? Le problème, c'est que moi, je la vois du fin fond de ma bulle, en fait, parce que moi, je me protège beaucoup de l'extérieur. J'ai la chance de pouvoir filtrer beaucoup de choses, et puis de travailler, comment dire, comme moi je l'entends, en fait. Mais la société, Vous la regardez pas? Si, je la regarde même de plus en plus, mais je pense qu'on demande trop et trop vite, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire, on veut de l'immédiat, on veut... Voilà, c'est ça. Par exemple, à 20 ans, on va demander à un magicien à 20 ans d'être excellent. Ouais, il peut pas être excellent à 20 ans, parce que il faut qu'il apprenne son métier. Il faut combien d'années, à peu près? Bah, disons que après, il va y avoir je considère que le talent, c'est le diamant brut. Et après, vous allez sculpter, vous allez tailler votre diamant à force de travail. Voilà. Belle phrase. Et ce qui va finir par faire la différence, c'est pas le diamant brut que vous avez à la base, c'est la taille du diamant qui donne sa vraie valeur. Dites-moi, dans votre vie de magicien, vous avez des souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques bons souvenirs, les meilleurs souvenirs? Il y en a un qui est très fort. On a parlé des numéros manqués, ou ratés, mais il y a quand même des souvenirs extraordinaires. J'ai des souvenirs extraordinaires, notamment quand alors j'en ai un qui est assez fabuleux que j'ai pas compris tout de suite d'ailleurs, et qui est la première fois que j'ai fait la malle en papier sopalin. Donc c'est quelque chose qui était unique dans sa conception et dans sa réalisation. Et les magiciens, je le faisais en Belgique pour les magiciens, et tous les magiciens se sont précipités
sur scène pour voir le matériel de près et on a été obligé de m'enfermer dans une salle avec mon matériel pour pas qu'il puisse. Extraordinaire. Alors ça, c'est une image. J'ai pas compris tout de suite et j'ai demandé mais pourquoi vous m'enfermez dans une salle? Parce qu'ils veulent tous voir de très très près C'était pas une manif. l'invention que Ah, il y a un autre moment très très fort aussi, c'est quand j'ai partagé l'Olympia, la salle de l'Olympia, avec mes 2 boîtes de magie, avec Gérard Majax et Dominique Webb. J'avais acheté leurs 2 boîtes de magie, une à 7 ans, l'autre à 8 ans, et je me suis retrouvé à l'Olympia avec Gérard Majax en première partie, Dominique Webb en deuxième partie, et moi au milieu. Dominique Webb, La Grande Illusion. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ça. Celui qui avait les gros yeux. C'est ça, il fait que ça. Vous dormez. Ouais, c'est ça. Et je suis allé les voir en leur disant ça fait bizarre de travailler avec ces 2 boîtes de magie. Ça c'est un grand moment aussi pour un artiste. Ouais, parce que même avec 2 boîtes de magie, on peut faire des choses grandioses. Ah bah oui, et puis bon, c'est quand même eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, puisque à travers leur petit bouclet qui est à l'intérieur des boîtes, il y a des choses qui sont révélées. Il y a un autre souvenir que j'ai adoré aussi, c'est quand j'ai travaillé à Monte-Carlo, le théâtre Princesse Grace, il y avait une équipe technique qui était fabuleuse là-bas, notamment avec un monsieur qui s'appelle Thierry Marion, j'en profite pour le saluer au passage, parce que c'est un monsieur qui avait un cœur énorme, et cette petite salle de 400 places, on sentait l'histoire dans cette salle, et c'est très agréable pour un artiste d'arriver dans une salle où il y a une vraie histoire. Voilà, indépendamment du côté prestigieux. Vous voulez dire qu'il y a déjà une âme hein, Il y a une âme. Dans cette salle. Ouais. Ça compte beaucoup. Ouais. Le psychisme compte beaucoup. La paix de la salle. L'endroit dans lequel vous travaillez va mettre en valeur le pourquoi vous êtes venu. Donc c'est vrai que si on vous met si on vous met dans un coin où où c'est pas adapté, ben votre prestation va être même si vous êtes bon, hein, votre prestation va être bonne, mais moins bonne. Par contre, si elle est mise en valeur dans un endroit où on sent qu'il y a une âme, franchement, c'est quelque chose. Et quel conseil vous pourriez donner aux jeunes ou aux adultes qui veulent faire de la magie? Parce que bon, ça s'improvise pas. Hein. Il y a peut-être aussi un état d'âme. Il y a des dispositions. Alors moi, je j'irai pas là-dessus. Travail, abnégation, humilité. Voilà, ce sont les 3 valeurs primordiales qu'il faut avoir pour commencer une carrière artistique, et puis surtout ne pas forcément rechercher, je vois les émissions de télé-réalité là, tout ça. Je leur déconseille fortement ce genre de choses. On est artiste pour véhiculer des émotions, pas pour se montrer. Vous voyez, la nuance est là. Ouais. Mais disons que aussi il y a quelque chose quand on est magicien. Je crois me souvenir, il y a aussi le côté physique. C'est mental. Alors il y a mais du mental. C'est très physique. C'est très très physique. C'est les deux. Ouais, c'est les deux. Ah, il faut avoir une bonne. Alors très clairement, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Moi, je fais beaucoup de sport, beaucoup de sport. Je ne bois que de l'eau au quotidien. Alors après, quand je sors avec des amis, je vais prendre un peu de vin, mais au quotidien, une bonne hygiène de vie, beaucoup d'activités physiques pour pouvoir avoir un maintien à la hauteur d'une activité comme ça. Michael Ross, magicien, spécialiste de la grande illusion, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent? Eh bien, écoutez, croyez en vos rêves, serrez les poings très fort, travaillez très très dur, et de toute façon, vous arriverez à les réaliser. Voilà. J'en suis la preuve quasi vivante. Oui, c'est vrai. Je vous vois rayonnant. Vous êtes un athlète, disons un athlète physique, et puis un athlète mental aussi, puisqu'il faut, c'est aussi important. Le mental est important. Ouais, c'est ça. Important. La concentration. Faut être solide mentalement pour ces métiers-là. Parce que on vous dit pas que des choses sympas tout au long de votre carrière. C'est-à-dire que vous avez des moments où on va vous remettre en question plus souvent qu'à votre tour, et puis en plus ça va très très vite. Donc il faut toujours se renouveler, toujours se réinventer pour pouvoir continuer à exister. Ça, c'est très important. Et vous êtes copié, non? Oui, on m'a dit qu'on copiait les grandes marques, donc. Très, c'est mon ami Gérard Majax qui a très bonne réponse. Non, mais
Oui, je suis copié, même Ouais. plus souvent qu'à mon tour, et même j'ai même été voir un artiste qui avait copié un de mes numéros et qui m'a rétorqué, mais tu sais, toi, on n'emprunte jamais qu'aux riches. Tu peux faire autre chose puisque de toute façon t'es créatif. Et c'était mon numéro qui faisait. Mais il a des projets, Michael, encore. Là. Ah ben oui. Je voudrais faire un championnat d'Europe l'année prochaine avec mes enfants. Alors on a le numéro est quasiment monté. Donc championnat d'Europe l'année prochaine, ça devrait se décider prochainement là, sous peu. Et puis championnat du monde dans 2 ans, avec comme équipe la Team Ross, père, fille, fils. C'est beau. Ça, C'est beau. Voilà. Et puis c'est une vraie chance d'avoir des enfants qui partagent ma passion. Michael, j'ai un service à vous demander. Dites-moi. Vous me dites oui? Allez. Pour les je dis oui. auditeurs. Comment? Pour les auditeurs aussi, un Pour les service. auditeurs. Oui, on va finir par une belle phrase. Écoutez bien. Je sais rien faire de mes doigts, ni de mes yeux, ni quoi Faut que pas ce dire soit. ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Ouais. Non. On a tous quelque chose d'exceptionnel en nous. Oui, Il suffit de le trouver, c'est tout. c'est bien. Comme conclusion, c'est très bien. Michael, par contre, le service, écoutez, si j'étais magicien, je ferais apparaître un nouveau monde de tendresse et de beauté dans le partage. Je ferais sortir d'une cage une étoile qu'on regarde là-haut pour chasser nos chagrins et puis aussi sécher nos sanglots. Vous pouvez le faire, Michael? C'est très beau ça. Oui. Très beau. C'est une très belle image et je promets d'y travailler sur scène, d'essayer de sortir une étoile d'une cage. Ça peut être magnifique. Ce serait formidable. Ouais, Vous penserez à Radio Fidélité. tout à fait. On va terminer par donc une chanson de Gérard Lenormand qui s'appelle Le magicien. Le Magicien. À très bientôt. Merci infiniment. Merci de Cher m'avoir reçu Michael. aujourd'hui. Et Vous êtes adorable. Approchez, messieurs, dames, entrez sous le grand chapiteau, venez voir mon spectacle, découvrez un monde nouveau. Vous pourrez voir la voie lactée tomber doucement à vos pieds et tous les soleils de l'Afrique sortir d'une boîte magique. Avec les revers de ma cape, je ferai apparaître un lac. Puis avec 2 ou 3 foulards, voici des cygnes et des canards. Hey! Hey! Approchez, messieurs, dames. Entrez sous le grand chapiteau, venez voir mon spectacle. Découvrez un monde nouveau. À l'intérieur de ce grand cirque, d'un coup de baguette magique, je change l'hiver en printemps. Je fais la pluie et le beau temps. Plus de 1000 colombes blanches s'envolent soudain de mes manches. Vous verrez la poule aux œufs d'or et bien d'autres choses encore. Hey! Hey! Approchez, messieurs, dames, approchez. Entrez sous le grand chapiteau, venez voir mon spectacle. Découvrez un monde nouveau. Entrez sous le grand chapiteau. Hey, vous pourrez voir dans mon chapeau pousser un baobab géant. En 3 secondes seulement, enfin, le plus extraordinaire, et ça, personne ne sait le faire. J'invente une couleur nouvelle et je l'ajoute à l'arc-en-ciel. Approchez, messieurs, dames, approchez. Entrez sous le grand chapiteau, venez voir mon spectacle. Découvrez un monde nouveau. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous joindre à notre grand voyage de ce soir.
à découvrir effectivement un monde nouveau. Une ville de brume et de mystère, une Venise imaginaire où l'on rencontrerait artistes et paladins. Richard Cocciante et Véronique Sanson, Harlequins et Colombine, les ballets de Barry Collins, Gene Manson et Rondo Veneziano, Sheila et Alan Williams, Marc Jolivet, André Valardi, Italiens et Français. Américaine de passage, cette merveilleuse belle de la nuit, Amy Stewart.